18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient de suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler du Nord Kivu, on va parler des élections, mais surtout, on va parler des conflits Israël-Palestine. Les dessous des cartes, ça sera avec M. Idesbalde Moukoua, Apollinaire Tambeke, tous chercheurs en droit. Nous allons essayer d'analyser l'origine de ces conflits, la réalité géopolitique de ces conflits. Et Donald Kabasele pour parler de Nord Kivu, la reconquête des terres par les Wazalendo. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bedrine Kenge. Bienvenue. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. À l'Équateur, les rescapés de naufrage de Mbandaka sur le fleuve Congo qui ont bénéficié des vivres secours du gouverneur Bobo Boloko il y a 2 jours passés sont désormais logés par la province au parc Joseph Kabila en attendant leur rapatriement dans leur milieu d'origine. Le vice-gouverneur de Provence était sur le terrain, question de palper du doigt les conditions dans lesquelles ces sinistrés vivent. Après Kinshasa, Ituri et Goma, au moins 40 éléments de la police nationale congolaise du Sud Kivu sont à l'école sur la sécurisation des écoles également. Une session supervisée par le directeur général des écoles de formation, le commissaire divisionnaire Vital Awashango en passage à Bukavu pour la supervision de ces activités en collaboration avec le programme des Nations Unies pour les développements. Et en parlant justement du processus électoral, le président de la CENI, Denis Kedima, s'est entretenu avec Philippe Branchen, directeur de la région Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Le point sur le préparatif des élections du 20 décembre prochain a fait l'objet de leur échange. En international, après 10 jours de siège complet de la bande de Gaza décidé par Israël en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, un accord a été trouvé hier mercredi pour l'acheminement d'aide humanitaire dans les territoires enclavés. Le président américain Joe Biden, en visite en Israël, l'a annoncé. L'État hébreu a confirmé son feu vert et dans la nuit du 18 au 19 octobre, la présidence égyptienne a annoncé un passage durable de cette aide via le poste frontière de Rafah, une opération qui présente un important défi logistique du fait de destruction causée par les bombardements israéliens dans la zone, mais aussi diplomatique. Les États-Unis et Israël craignent que l'aide ne soit confisquée par le Hamas. Voilà tout pour les titres, les détails à 19 h avec Arlette Boutella. Place à présent à Kindirek avec Jean-David Pilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci pour cette livraison d'informations. Tout de suite, nous allons parler de notre premier dossier. Voilà, avant que nous ne parlions de la situation internationale avec la guerre Israël-Palestine, nous allons parler de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et aussi les préparatifs pour les élections de décembre prochain. Monsieur Donald Kabasele, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Cadre de l'UDPS. À tous les millions de téléspectateurs qui ont l'occasion Cadre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS, je salue tous les combattants qui me suivent en ce moment. Tous les combattants. Ouais. Alors, les Wazalendo, aujourd'hui, on est en train de voir, c'est comme si c'est un appui du gouvernement, alors que lorsqu'on essaie de voir, ce sont des groupes qui travaillent ou qui fonctionnent en toute illégalité. Il y a l'armée congolaise, mais on commence déjà à comprendre qu'ils sont en train de voler la vedette à l'armée congolaise, les Wazalendo. Moi, je pense bien le contraire de ce que vous dites. Je ne pense pas que les Wazalendo ont un objectif de voler une quelconque vedette
à notre armée qui est très organisée et qui se comporte très bien sur la scène des opérations. Pas du tout. Moi, plutôt, comme beaucoup de Congolais, nous saluons ce sursaut patriotique. Parce que, écoute, quand une population est meurtrie, elle est pillée, saccagée, brûlée, chaque jour, chaque matin, chaque soir, ok? Vous n'allez pas demander à cette population de croiser les bras, pas du tout. La légitime défense est un droit qui est connu sur le plan national, tout comme sur le plan international. Alors qu'on ait une conscience collective de notre jeunesse qui s'organise pour assurer sa légitime défense, qui se bat contre... Est-ce que vous avez pensé aussi, parce que oui, c'est bien aujourd'hui, vous les félicitez, ces gens-là, ils ne se battent pas parce qu'ils aiment ce pays. Et est-ce que derrière ce combat, il n'y aurait pas des revendications? Ben écoute, du moment où les compatriotes vous disent clairement que nous avons besoin d'aller aux élections et que notre Massissi, notre coin, ne peut pas rater ces rendez-vous électoraux. Voyez-vous? C'est une revendication qui est légitime. Vous ne trouvez pas la population de ce coin ne pas vouloir aller aux élections. Alors que les jeunes patriotes s'organisent et qu'ils disent, écoute, nous devons défendre l'intégrité de notre territoire aux côtés de nos forces armées. Ça veut dire, ils s'organisent, ils font leur planning, ils aident. Moi, je vous rappelle l'histoire de la France, que vous connaissez certainement bien. Il y a eu à un moment... Vous n'allez pas comparer la France à la RDC. Non, je veux vous illustrer. Deux contextes différents. Je veux vous illustrer un cas seulement. Jeanne d'Arc n'était pas militaire. Jeanne d'Arc était une jeune fille qui a pris juste la voie du devoir et qui a dit « Je vais m'organiser en tant que citoyenne, je prendrai l'arme, je défendrai mon pays. » Aujourd'hui, elle est héros. Alors, elle est héros en France. Elle n'était pas militaire au départ. Oui, maintenant... Donc, vous n'allez pas empêcher une population qui pense soutenir d'une manière ou d'une autre son armée. Parce qu'il y aurait défaillance de l'armée ou comment? Non, mais écoute... donc, c'est le rôle que devrait certainement jouer l'armée. Non, mais écoute, vous avez une guerre que vous venez d'évoquer tout à l'heure entre l'Israël et la Palestine. Vous voyez tous les Israélites, les Israéliens ou les Palestiniens dire, bon, écoute, c'est une affaire d'armée, c'est la guerre, nous, on n'a que faire. Pas du tout. Donc, à certains moments, tous les compatriotes devraient contribuer. Contribuer. Oui, à la guerre d'une manière ou d'une autre. Alors, en dénonçant l'ennemi, est-ce que vous avez, peut-être en prenant les armes qui sont à la charge. Est-ce que vous aviez tenu compte des réalités ou des conséquences après? Regardez la guerre en Libye. Conséquence, c'est qu'il y a eu la propension des ventes d'armes au niveau des Mali et presque partout. On n'arrive pas certainement à stabiliser ces coins. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, nous savons que l'Est a toujours été une zone insécurisée? Laisser les Ouazalais-Ndoté qui sont en train de partir et être applaudis par la population, c'est leur donner aussi des armes. Une fois qu'ils parvenaient certainement à reconquérir toutes ces zones, ne voyez-vous pas qu'on risque certainement aussi de commencer à nous plaindre après? Non, c'est différent. Les Ouazalais-Ndoté sont des compatriotes. Ils se réclament être des compatriotes. Des autodéfenses. Ils n'ont pas cette propension-là à un jour réclamer ou revendiquer quoi que ce soit, à les entendre. Moi, je parle comme citoyen. Au-delà, bien au-delà, apparemment, ça vous plaît qu'il y ait des groupes armés étrangers, des milices qui s'organisent et qui viennent inquiéter notre sécurité ici. On parle du M23 qui sont des terroristes, on parle des RDF, on parle des ADF aussi. C'est des groupes qui s'organisent pour attaquer notre pays. On ne fait pas des débats là-dessus, ça passe. C'est des armées organisées. L'ONU a eu peur du M23 récemment en disant qu'ils ne peuvent pas attaquer le M23 parce que ça serait de super militaires, ils seraient super armés. Alors, quand les Congolais aussi s'organisent, vous avez des jeunes qui prennent conscience et qui disent « Nous devons défendre notre pays ». Ça doit faire des émissions à France 24, à TV5 Monde. On commence à dire ben, c'est des gens qui ne sont pas très organisés. Et qui sont derrière les Ouazalais? Ils doivent reculer. Mais qui sont derrière?
Les gouvernements Les Congolais, les Congolais. Alors maintenant, la plupart, puisque les Congolais. est-ce qu'aujourd'hui, les Ouazalendo peuvent être considérés comme des mouvements réfractaires? Moi, je ne pense pas. Comment allez-vous appeler un groupe qui s'organise pour défendre son pays au lieu de dire qu'ils sont patriotes? Mais non, on commence à est-ce dire des qu'aujourd'hui, réfractaires. C'est quoi le débat? qui doit défendre ce pays? Est-ce que ce sont ce groupe ou bien c'est l'armée? Je vous dis que notre armée se bat très bien. Alors, Elle se comporte très bien sur la scène des opérations. Ce n'est pas pour autant qu'on laissera un compatriote conscient, laissera passer un ennemi sous prétexte qu'il n'y a que l'armée qui a le monopole de répondre. Pas du tout. Nous sommes dans une situation de guerre. Tous les compatriotes doivent se comporter comme des militaires, en principe. Quand ça se fait ailleurs, on parle de patriotes. Voyez-vous? Alors quand ça se fait ici, il ne faut pas qu'on dise c'est des réfracteurs, c'est des gens patriotes envoyés avec des armes. Non mais écoute, mon frère. Mais maintenant, alors imaginez, Oui. après Bunagana, une fois que Bunagana est pris, vous allez les démobiliser. Non mais écoute, on a assisté à une autre guerre, parce que ce n'est pas la première guerre, elle n'est pas inédite cette guerre. En Russie, il y a eu la guerre. On a fait recours aux réservistes. Vous voyez? Donc les Ouazalendo, ce sont des réservistes. Non mais je te donne juste un exemple. On a fait recours aux réservistes. Des gens qui, à un moment donné, savaient manipuler l'arme à feu, ils ont abandonné, ils sont partis dans autre chose. On leur a dit, revenez, parce que le pays a attaqué. Alors quel est... S'il te plaît. Allez-y. Il y a eu également un appel à la mobilisation générale qui a été lancé pour dire, nous devons nous approprier de notre propre sécurité. Alors, que les gens s'organisent, qu'ils viennent dire au FRDC, nous sommes prêts à vous accompagner. Quel est le statut juridique reconnu aux Ouazalendo? Ce sont des compatriotes. Des compatriotes? Ce sont des Congolais. Avec des armes? Non, mais écoute. Et puis en tenue militaire? Donc, pour vous, on doit tuer en RDC, on doit voler parce qu'ils ne sont pas des militaires. Non, ils peuvent passer des forces. la force reste à la loi. Mais bien sûr. Et en plus de cela, c'est que nous avons notre constitution qui reconnaît à nos FRDC d'assurer la sécurité. C'est ce qu'ils font. Oui, bon. Le FRDC sécurise. Mais le fait de laisser aux Ouazalendo. Mais laisser qui a laissé? Vous voulez dire quoi? Non, le fait de laisser aux Ouazalendo. Ce sont les Ouazalendo qui sont là. Aujourd'hui, on est en train de les applaudir. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est derrière. Aujourd'hui, on est en train d'oublier les prouesses de notre armée. Il n'y a personne qui a oublié les prouesses de notre armée. D'ailleurs, notre armée, c'est elle qui définit la politique militaire. C'est notre armée qui a la donc c'est notre armée qui définit même s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y. J'ai dit notre armée se bat très bien. Cela n'empêche pas les compatriotes qui peuvent suivre après de sécuriser les zones récupérées par nos FRDC. Sécuriser la population, c'est sécuriser soi-même. Vous n'allez quand même pas demander que je sois militaire pour sécuriser moi-même ma maison. Aujourd'hui, ce n'est pas que la RDC joue à la diversion. Sur le plan international ou sur le plan national, la RDC dit que nous sommes respectueux, ou la RDC est respectueuse des textes de l'EAC par rapport à la cessation, au cessez-le-feu, mais en coulisses, ce sont les Ouazalendo qui sont utilisés. Non, écoute, je ne sais pas si vous avez eu à quand même à voir comment ça se fait aussi sous d'autres cieux. Qui sont les Wagner, par exemple, en Russie? Je ne dis pas que les Ouazalendo sont nos Wagner ici, voyez-vous? Mais qui sont-ils? Est-ce que parce que l'armée se comporte bien, c'est pour autant dire que les autres Congolais compatriotes, conscients du danger qui guette notre pays, ne peuvent pas entreprendre une initiative allant dans le sens de préserver la paix? Alors je me demande, pourquoi autant de questions sur les Ouazalendo? Tout le péché du monde, c'est d'avoir, de s'être organisé pour essayer d'une manière ou d'une autre d'aider l'intégrité de notre pays ou de soutenir notre armée à sécuriser. Pas du tout. Alors maintenant, donc moi je pense, en lieu et place de faire maintenant des arithmétiques, qui sont-ils? Qui les a envoyés? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc il faut appuyer les Ouazalendo parce que ce qu'ils font, l'ONU ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'aide. L'ONU n'a pas réussi un seul instant à repousser ou à récupérer un seul centimètre. Depuis qu'elle est là, ça va faire 25 ans. Voyez-vous? Donc vous parlez de la guerre. Mais écoute, c'est une guerre qui nous a déjà coûté plus de 10 millions de morts ici. Qui en parle? Personne.
Vous voulez que les Congolais disent quoi? Ben écoute, comme personne n'en parle et tout, alors vous voulez que c'est fatal, ça reste tel. Mais alors que tout à l'heure, vous avez parlé de la MONUSCO qui a fait plus de 25 ans ici en République démocratique du Congo, mais vous aviez encore ajouté les AC, ces troupes qui sont venues et qui ne font absolument rien du tout. C'est votre point de vue. Mais oui, mais les AC est là. La preuve, c'est que les Ouazalendo demandent à ce que les AC puissent partir. Non, mais écoute, nous Donc, sommes... si les AC faisaient quelque chose, c'est qu'il ne devait pas y avoir un peu ces altercations entre les Ouazalendo et les AC. Moi, j'ai toujours réfléchi autrement. Écoute, avant que les AC n'arrivent, on connaît des problèmes d'insécurité. Et pour ce problème, on pouvait accuser tout le monde et n'importe qui. Vous voyez? L'autre fois, aujourd'hui, je parle de la MONUSCO. Je vous dis qu'elle ne fout rien, mais elle est là. Il y a eu des forces de la SADC à un moment donné. Et l'EAC a fait quoi? Et l'EAC vient d'arriver aujourd'hui, voyez-vous? C'est vrai, dans cette situation on va dire, dans cet imbroglio, effectivement, on peut se dire, écoute, est-ce que ce ne sont pas les forces de l'EAC qui sont en train de... Mais la réalité est que sur terrain, jusque-là, pour nous, ça veut dire, on est dans cette sorte de partenariat qu'on évalue pour nous, les choses marchent relativement bien avec cette force. Relativement bien. Alors, ça veut dire, quand ça ne marchera pas, nous gardons notre souveraineté pour dire, écoute, monsieur, ça n'a pas marché, vous pouvez pas... Qu'est-ce que l'EAC a fait? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Ouazalendo. Ben, regardez Massissi, ainsi que Rutshuru, Massissi, récupérés par les Ouazalendo. Alors que l'EAC est là. Non, vous avez quelques, je vais dire, les commandants du M23 qui, par moment, accusent l'EAC de jouer une diplomatie qui facilite à la RDC de... Oui, mais parce que l'EAC est divisé. Il y a l'EAC côté Burundi et l'EAC côté Ouganda. Non, Ouganda. Ah, voilà. Et maintenant, les Ougandais coopèrent bien avec les M23, les Burundais coopèrent bien avec les Congolais. Voilà, c'est ce que je dis. Alors, il faut le faire partie. Il y a à boire et à manger, vous voyez. Jusque-là, nous, en tant que gouvernement, vous voyez, on n'a pas encore découvert des failles qui peuvent faire à ce que ces mariages soient dissous, voyez-vous. Donc jusque-là, quand on récupère les localités... Mais le 8 décembre, ça sera la fin de la mission de l'EAC. Mais ça n'empêche pas que ça sera renouvelé. C'est une faculté. Donc, à vous entendre, on pourrait renouveler le mandat de l'EAC. Je vais te dire un truc, mon frère David. Dans cette situation de l'Est, il n'y a pas que la RDC qui pose problème. Dans cette histoire de l'Est, tout le pays de la région se plaigne. Parce que souvent, quand il y a insécurité chez nous, quand on tue, nos populations ont toujours tendance à se réfugier dans un pays ou dans un autre. Ce qui fait que le problème devient un problème de la région. Ça veut dire que ça doit être résolu avec la présence de tous les autres voisins. C'est dans ces cadres-là qu'une force a été mise en place qui reprend les forces des Burundais, des Ougandais, de ceci, cela, des Angolais et tout, pour former cette communion de l'Est, pour voir comment chacun peut avoir un commandement pour que cette histoire cesse définitivement. Effectivement, nous avons des pays qui sont visiblement traîtres, donc ils vous disent quelque chose, ils font autre chose. Ça arrive, parce qu'ils ont des dividendes à tirer dans la guerre. Mais il y en a d'autres qui sont sincères. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui avons la décision finale. Ça veut dire, même sur la scène des opérations, ils ne sont pas en train de faire le travail des FARDC. Voilà, les FARDC font leur travail, ils ont aussi leur manière de contribuer. Comme le Ouazalendo, comme le Maïmaï, comme les autres Congolais peuvent prendre conscience. Ces mêmes Ouazalendo ont été massacrés au mois d'août, ces mêmes Ouazalendo, au niveau des Goma. Aujourd'hui, ils sont... non, ne m'amenez pas dans la polémique. Alors, on a tué. Il y a des procès qui se font pour ça. Voilà, et donc, je pense que dans ce procès, les choses peuvent bien se définir. On parle d'élection. Techniquement, c'est tenable au mois de décembre. Je ne suis pas technicien, mais les techniciens nous rassurent qu'il y aura élection en décembre. Mais hier, et le grand technicien, c'est la CENI, comme vous savez. Oui, mais il y a un ancien président de la CENI qui dit que ça sera difficile de tenir les élections. Ça, c'est Corneille Nangaa, de tenir les élections à bonne date. Non, mais écoute, le problème, ce n'est pas la bonne date ou la mauvaise. Lui-même, Corneille Nangaa, aujourd'hui, donneur de leçons à cause de sa frustration pour ses mines, et il a reporté une élection qui était prévue
je pense, c'était en décembre, c'était bien avant, il avait repoussé, je crois, de 2 ou 3 semaines. C'était des ajustements techniques. Il sait que... 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines, c'était reporté, vous vous rappelez? 2 ou 3 semaines ou non? Non, mais je dis, en 2018, on a connu un petit report. Non, c'était au mois de décembre. Si, bien sûr, au mois de décembre, ce n'était pas prévu comme ça. On a eu à reporter, oui, je me rappelle bien. C'est la date que je dois vérifier. Non, mais c'est vrai. L'élection du président a été prévue à une certaine date. Et la date a été recalée d'un peu de 2 semaines ou 3 semaines. D'ailleurs, 1 mois, je pense. Vous voyez, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, les téléspectateurs qui nous suivent savent que c'est une réalité. Donc, ça peut se faire qu'il y ait des ajustements ou quoi que ce soit, c'est technique, mais il est certes vrai qu'il y aura élection. Et les élections auront bel et bien lieu. Au mois de décembre. Bien sûr, au mois de décembre. Moi, je dis, quand ceux qui évoquent l'hypothèse d'un certain report, c'est parce qu'ils savent ou d'un certain que les élections en soi sont une nécessité, c'est vrai, mais en tant que technique, il peut y avoir 1, 2, 3 trucs à corriger. Donc ça n'a rien à voir avec si on suit le processus qui serait entamé. Donc l'ancien président et le nouveau, l'ancien président parlait que ça sera difficile techniquement. Le nouveau président, pour lui, il rassure et dit qu'il y aura élection. C'est le gouvernement qui donne, qui finance, mais jusque-là, on n'a pas encore tout. Donc ça dit beaucoup. Non, ça ne dit pas beaucoup. Il vous a rassuré que les élections. Mais jusque-là, il faut que le gouvernement puisse. Je ne sais même pas pourquoi les gens sont en train de pérorer dessus. Écoute, le président de la République s'est enrôlé. Moi-même, je me suis enrôlé chez moi au Kasaï central. Je salue d'ailleurs ma population de Kananga. Les opposants se sont enrôlés. Tout le monde s'est enrôlé. La campagne va débuter d'ici là. Arrêtons de spéculer. Le processus, il est irréversible. Et parce qu'il est irréversible, ça veut dire que ça va tenir. Au lieu de s'embrouiller, que les gens se fassent des idées dans la tête, est-ce qu'il y aura élection ou pas élection, d'ici là, vous verrez, il y aura des bâches qui seront montées, il y aura des calicots, il y aura déjà tous les t-shirts, partout ça va commencer. Donc, ce n'est plus la peine d'avoir des comédiens comme de Corneille Nangaa ou, je ne sais pas, quelqu'un dans... je ne sais pas dans quel coin il se trouve, qu'est-ce qu'il avait bu avant de dire tout ça, ou qu'est-ce qu'il boit actuellement. Donc, on ne peut pas se laisser embrouiller par des comédiens qui, dans leur tête, le seul objectif, c'est de saper, c'est de cracher sur le processus parce qu'ils sont plus partis, ils font plus partie du cercle de jeu. Donc, ça n'a quelqu'un, il peut être frustré en terra vie, une carrière, parce qu'effectivement, tu n'avais rien payé pour avoir cette carrière. C'est pas la peine parce qu'on t'a ravi la carrière, tu commences à débiter de mensonges et de contre-vérités au moment où le Congolais, vous êtes là, David, Jean-David. Pensez-vous qu'il n'y aura pas élection? Mais vous voyez les candidats se préparer, vous recevez des candidats ici, même s'ils ne font pas campagne. Mais vous voyez l'atmosphère. Voilà, merci. Vous pensez que la CENI va recevoir des candidatures, et puis après, la CENI va dire, écoutez, j'ai reçu les candidatures, j'ai pris l'argent, je lance la campagne, mais après, il y aura élection. Il n'y aura pas élection? Non. C'est ces discours-là qui fait échouer l'opposition. Si l'opposition a besoin de réussir, on a appris qu'ils vont aller encore à, je sais pas, à Genève ou en Belgique, pour qu'on leur dise chez les Blancs qui est-ce qu'ils vont choisir comme candidat commun. Ils vont le faire, ils vont aller, on va payer des hôtels pour eux, des billets, des taxis, on va le mettre dans des bus, on va les amener là-bas. Donc, ils comprennent aussi que le processus, il est irréversible. Merci. Donc, il y aura élection. Merci on beaucoup. doit arrêter de tergiverser là-dessus et considérer qu'il y aura élection. Merci beaucoup pour ces assurances, M. Donald Kabasele. On va parler cette fois-ci de l'international, de cette guerre israélienne. Tout de suite. Voilà, nous allons parler cette fois-ci en international, conflit Israël-Palestine, les dessous des cartes. Nous allons aborder cette thématique avec 2 chercheurs congolais, l'un qui est spécialiste
des questions du Proche et Moyen-Orient. Lui, c'est M. Idesbal de Moukoua. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David. Voilà. Et l'autre, c'est M. Apollinaire Tambeke, chercheur aussi en droit. Bienvenue. Merci. Voilà, monsieur Tambeke, je commence par vous. Les conflits. Est-ce qu'on peut quand même comprendre les nœuds de ce problème pour que dans un laps de temps, la guerre qui s'annonce entre Israël ainsi que Palestine? Merci Jean-David. Les événements qui sont survenus le samedi 7 octobre 2023 sont la conséquence d'un conflit qui date depuis 1948. Rappelons que la date de 1948, c'est la date pour laquelle on célèbre la création de l'État de Palestine. 1948. 1948, c'est cette date-là qui a permis à l'ONU, après les votes de la résolution 181 en 1947, l'État israélien a été créé. Et comme vous le savez, si l'État d'Israël a été créé là où il y a la Palestine. C'est la Palestine. L'État palestinien c'est la population palestinienne qui occupait l'espace. Et c'est en 1947, les Nations Unies ont estimé que la population juive était persécutée à travers le monde et qu'il n'avait pas de territoire. Il y a même des chercheurs qui vous disent que... Les mouvements sionistes. Les mouvements sionistes, il y avait même des propositions pour qu'on puisse ramener cette population en Afrique, plus particulièrement au Kenya. Mais ça a été délocalisé. Ils ont estimé qu'il était important qu'on puisse diviser les territoires palestiniens en deux. C'est comme ça que grâce à la résolution 181, avec un groupe des experts, on a pris la décision de créer l'État israélien. Là, c'est par force. Est-ce que les Palestiniens étaient d'accord avec la venue de ces Juifs? C'était une opposition grave parce que c'est les Royaumes-Unis en tant que pays métropole qui administrait la Palestine comme État. C'est comme ça qu'on a divisé. Et Israël n'avait pas d'État. La population israélienne était disséminée à travers le monde. C'est comme ça que, grâce à la résolution, on a créé l'État. Et il fallait aller sur place pour concrétiser cette volonté-là exprimée à travers la résolution 181. C'est comme ça qu'on a divisé l'État palestinien en deux. 55% étaient accordés aux Israéliens et 45% accordés, on laissait à la Palestine les 45% de son territoire. Donc, les 55 étaient accordés. Tout ça, ils se sont inspirés de la Bible les conflits, en fait, les conflits, je n'aime pas trop les ramener sur les aspects bibliques et spirituels, parce que le conflit, il est d'abord un conflit des terres, un conflit qui a ses racines en droit international. Et donc, pour moi, la boussole, c'est le droit international. Et je crois qu'à travers cette émission, nous allons voir comment développer... Puisque vous parlez déjà du droit international, là je m'adresse à M. Moukoua Idesbald, vous êtes spécialiste des questions du Proche et Moyen-Orient. Alors, c'est quoi le problème de droit qui se pose par rapport à ces conflits israélo-palestiniens? Un conflit jusque-là qui déjà suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Merci M. Jean-David. Pour essayer un peu d'arriver aux questions de droit, il faut un peu revenir sur ce que Maître Apollinaire venait de soutenir tout de suite là. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est créé sur le plan des partages de la Palestine. Mais pour le peuple d'Israël, il ne considère pas, mais c'est ce qui est aussi historiquement reconnu. Bon, pour les chrétiens, ils vont reconnaître peut-être, mais pour ceux qui ne le sont pas, mais ce sont les évidences. Pour les juifs, c'est la patrie qui leur appartient, que Dieu a donné, bon, entre guillemets... La Palestine. Voilà, la Palestine, c'est leur patrie, que les Palestiniens sont restés occupés lorsqu'ils étaient en déportation. Il vous souviendra même que les deux guerres mondiales qui ont eu lieu de 1914-1918 et puis 1940-45, il n'y a pas un peuple qui a péri comme les peuples juifs. Pour les chrétiens, ils considèrent qu'ils ont été sanctionnés ou bien châtiés par Dieu lui-même. Mais en droit, quand nous arrivons, l'État d'Israël est créé là où même il était. Là où il était historiquement. Des villes comme Jérusalem, des villes comme Hébron, des villes comme Samarie sont notoirement reconnues comme les villes qui ont été bâties
par les Juifs, par leurs ancêtres, entre guillemets, David et puis les autres. Donc pour Israël, les vrais conflits qu'il y a entre les deux peuples, c'est-à-dire les peuples hébreux et puis les peuples palestiniens, outre le peuple gazaoui de la bande de Gaza, c'est que c'est des disputes autour d'un même territoire que les uns considèrent comme les leurs et que les autres considèrent comme les leurs. C'est ainsi que plusieurs voix s'élèvent sur le plan international, couvert par les droits internationaux, qu'il faut qu'il y ait deux États qui cohabitent l'un et l'autre. Mais ce qui est impossible à l'heure actuelle, parce que les deux peuples se détestent, et puis les deux peuples considèrent qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Ça veut dire comme... Même Jérusalem est au niveau de la Palestine. Non, Jérusalem est maintenant divisée. Jérusalem est divisée en deux. Oui. Les normes du droit international, parce que de guerre en guerre, comme le disait Maître Apo tout à l'heure, ils sont partis de 1948, de guerre en guerre, jusqu'à 1967, la guerre des 6 jours, qui a eu lieu sur base de tous les pays arabes qui entourent Israël, parce que tous les pays arabes soutiennent la Palestine, sur base d'abord de leur religion et puis sur base de leur origine. Maintenant, ils ont déclaré la guerre à Israël avec l'idée de pouvoir le chasser et puis réinstaller les peuples palestiniens. Mais malheureusement, ils ont été vaincus par Israël. C'est ainsi qu'en 1993, le 13 septembre 1993, il y a eu les accords qui ont été signés à Oslo entre les dirigeants d'Israël et puis les dirigeants palestiniens. Oui. Et puis, ces frontières-là de 1967 ont été modifiées. N'ont pas été modifiées, mais ont été retenues et maintenues. Ça veut dire Jérusalem, la ville de Jérusalem a été divisée par deux. Il y a Jérusalem-Ouest qui, à l'heure actuelle, est hébraïque, c'est-à-dire appartient aux Hébreux et puis aux Israéliens, et puis la Jérusalem-Est qui a été confiée aux Palestiniens. Ça veut dire que même la ville de Jérusalem étant divisée, mais les deux peuples ne s'entendent pas. Parce que, en l'occurrence, la mosquée Al-Aqsa se trouve du côté de Jérusalem-Est, alors que ce qu'on appelle le mur de lamentation se trouve du côté ouest, ça veut dire du côté d'Israël. Mais à moins de ou à une centaine de mètres. Mais les deux peuples n'aiment pas se côtoyer. Ils se regardent toujours en chaîne de faïence. Ça veut dire que ce sont vraiment deux ennemis. C'est comme ça que même le plan proposé à plusieurs reprises par le système onusien ne réussira pas d'avoir les deux États côte à côte. Parce que donc jusque-là, le rôle des Nations Unies a échoué. Aujourd'hui, les Nations Unies ont échoué de pouvoir concilier les deux peuples. Bon, nous ne pouvons pas prématurément dire que les Nations Unies ont échoué, mais de manière... ça n'incombe qu'à moi. Allez-y, oui. Je considère que les Nations Unies ont échoué. Parce que vous allez voir que cette question dépasse même, parce que divise même les systèmes onusiens. Il y a, pendant cette guerre, comme l'a dit Maître Apo, qui a été déclenchée par les Hamas, qui se réveillent un matin et puis qui font une incursion à Sderot, une ville d'Israël du Sud, et qui massacre à l'heure actuelle plus de 1400. Et puis qui prend aussi plus de 100 otages, avec les 100 otages avec lesquels ils sont partis dans la bande de Gaza. Donc, il y a de ceux qui sont pro-Israël, entre autres les États-Unis, leurs alliés historiques, et il y a de ceux aussi qui sont maintenant pro-bande de Gaza, Palestine, entre autres l'Iran, les Hezbollah et puis d'autres pays arabes. Voilà. Ça veut dire que... mais Monsieur Apollinaire ou Maître Apollinaire, aujourd'hui, dans l'histoire, on parle aussi de la construction du troisième temple. Est-ce que, à l'allure où vont les choses, le troisième temple sera construit où précisément? À Jérusalem côté palestinien ou Jérusalem côté israélien? Ou selon vos recherches, parce que vous êtes chercheur, tout Jérusalem reviendra certainement à Israël? Merci Jean-David. J'aimerais quand même revenir sur les accords d'Oslo parce que je vous ai dit que... De 1993. J'aime beaucoup plus, j'ai comme boussole les droits internationaux. En fait, lorsque Maître Moukou a dit que ces deux peuples ne s'entendent pas, où il y a une possibilité qu'il y ait entente entre les communautés, je crois que ça va être difficile parce que même quand vous lisez les rapports des experts pendant les négociations d'Oslo, ce n'est pas tous les Israéliens qui étaient contre les Palestiniens. Ce n'est pas tous les Israéliens. Donc, aujourd'hui, je vous dirais que il y a des extrémistes de chaque camp. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir avec Netanyahou. Benjamin. Aujourd'hui, l'extrême droite ne représente pas tous les Israéliens.
verrez même qu'aujourd'hui, il y a des manifestations en Israël où les gens estiment qu'il faut nécessairement qu'on trouve une solution. Et la solution qui est envisagée, c'est les retours aux accords d'Oslo. Qu'est-ce que les accords d'Oslo disent? C'est le respect de la répartition qui a été effectuée en 1947. C'est-à-dire on donne à Israël 55% du territoire, on donne à la Palestine 45. Et aujourd'hui, je vais terminer. Si aujourd'hui, les Hamas, parce que ça dépend maintenant le débat entre est-ce qu'ils sont terroristes, est-ce que les actes qu'ils ont commis rentrent dans la qualification de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les Hamas est né suite à l'incompréhension entre l'autorité palestinienne qui était dirigée à l'époque par Yasser Arafat, qui a estimé qu'il ne pouvait pas continuer avec la lutte armée et qu'il fallait respecter les accords d'Oslo. Lorsque les Hamas, qui est un mouvement créé par les frères musulmans, a vu 20 ans passer et que les négociations, les démarches diplomatiques n'aboutissaient pas pour qu'on revienne sur les accords de 1947, c'est comme ça qu'en 1987, vous avez vu la création de Hamas. Donc les Hamas, c'est la conséquence. Les Hamas, c'est en 87. C'est en 87. C'est la conséquence. Avec Yasser Arafat, ou bien non? Yasser Arafat était encore vivant, mais les frères musulmans ont estimé que lutter sans être puissant sur le plan militaire, ça ne fait pas marcher les choses. Mais ils sont considérés comme des terroristes, non? Ils ne sont pas terroristes. Ils ne sont pas terroristes. Ils ne sont pas terroristes. Ils peuvent avoir commis des actes qualifiables de terroristes, mais ils ne sont pas terroristes parce qu'en droit international, la qualification de terroriste ou non relève du droit international et c'est le Conseil de sécurité. Jusqu'au moment où je vous parle des mouvements, ces deux mouvements sont qualifiés de terroristes par les Nations Unies, en l'occurrence Daesh et Al-Qaïda. Donc, les Hamas, en fait, les Hamas, c'est une organisation, c'est pas, beaucoup de gens ignorent, c'est une organisation politique qui a en son sein la branche armée, la branche sociale et la branche politique. Les Hamas a gagné les élections en Palestine face au Fatah de Mahmoud Abbas. Donc, quand vous voulez faire passer les Hamas comme un mouvement terroriste, je crois qu'il faut avoir quand même des réserves en droit international parce que la qualification et l'utilisation des mots en droit international ou en droit tout court, il faut avoir des maîtrises. Donc, les Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Les événements qui se sont déroulés le 7 octobre peuvent être considérés par rapport à la définition élaborée par les Nations Unies comme des actes terroristes, mais le mouvement en soi n'est pas un mouvement terroriste. Et maintenant, ce qui s'est passé, ces attentats, donc c'est un acte de terrorisme, je répète, ou c'est un crime de guerre? Alors, les problèmes, je crois que même les chercheurs à l'IRIS aujourd'hui en France, il y a un grand débat sur la qualification de ces actes-là. Non seulement la qualification des actes, mais la qualification du mouvement Hamas. Si vous considérez que les actes commis par les Hamas sont des actes terroristes, il y aura impossibilité par rapport à la répression. Alors que si vous restez dans la qualification conformément au statut de Rome, considérez ces actes-là comme des actes de guerre et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, il y a possibilité de pouvoir amener ces gens-là devant la Cour pénale internationale pour être jugés un jour. Donc les débats sémantiques, il est en train de diviser l'opinion, mais en réalité, il faut qualifier ces actes-là comme des actes relevants ou des actes qualifiables de crimes contre l'humanité pour permettre à la Cour pénale internationale dans l'avenir de pouvoir poursuivre ces actes-là. De pouvoir poursuivre ces actes. Alors, je reviens à vous, maître, puisque M. Idesbald, je repose la même question, parce que vous êtes spécialiste des questions Moyen-Orient, Proche-Orient. C'est en rapport avec les temples, le troisième temple de Jérusalem. Et ce troisième temple, je répète, ça sera construit au niveau de Jérusalem, côté palestinien ou côté israélien. Est-ce que tout Jérusalem sera remis aux Israéliens, peut-être dans les jours à venir, puisque vous êtes spécialiste? Je commence par là, et puis je vais revenir sur ce que Maître Apo disait tout à l'heure. Les temples de Jérusalem, qui devra, d'ailleurs, certains disent malencontreusement que c'est le troisième temple qui sera reconstruit. Non, non. C'est le même temple qui a été construit pour le chrétien. Mais c'est ça, c'est l'histoire. On n'a pas besoin seulement d'être chrétien pour savoir. Qui a été construit par Salomon, détruit par
Nebuchadnezzar, Oui. et puis reconstruit par ceux qui revinrent de Babylone, ça veut dire les Esdras, les Néhémie, les autres. Les noms, je cite, peut-être ça risque d'offusquer ceux qui ne sont pas chrétiens. Et puis le même temple a été détruit à l'an 70 après Jésus-Christ par Titus II, le général romain qui avait tout incendié. C'est même les points de départ de la déportation du peuple juif. À l'an 70, lorsqu'on détruit la ville de Jérusalem, et puis on chasse tous les juifs de leur patrie. À l'an 70. À l'an 70 après Jésus-Christ, du temps même des apôtres. Ils sont chassés. Bon, pour les chrétiens, ils considèrent que c'est le châtiment. Nous n'entrons pas là-bas. Ici, c'est question juridique parce qu'il faut prouver. Ils ont été chassés. Mais maintenant, le temple qui a été reconstruit pour la deuxième fois par ceux qui revinrent de Babylone a été détruit. Mais maintenant, ici, il doit être reconstruit sur ce qu'on appelle les monts du temple. Lorsque vous êtes à Jérusalem, les monts du temple se trouvent du côté est. Ça veut dire, à l'heure actuelle, du côté palestinien. Là même se trouve la mosquée Al-Aqsa. Lorsqu'on vous présente l'image de la ville de Jérusalem actuellement, vous verrez, il y a une mosquée que l'on vous présente qui a même la toiture en or là et puis en airain, tout ça en bronze. C'est sur ce qu'on appelle les monts du temple. Mais à l'heure actuelle, ça se trouve du côté est, Jérusalem-Est. C'est comme ça que dans le plan de ce qu'on appelle, c'est que la plupart appellent les plans d'occupation, mais c'est qu'Israël considère comme récupération de sa ville, qu'il considère ayant été bâtie par David il y a plus de 3000 ans. Ça veut dire que c'est du côté est de Jérusalem, là où se trouve la mosquée Al-Aqsa. C'est comme ça qu'Israël continue à récupérer des portions de terre qu'il considère comme lui appartenant. Donc, le temple devra être reconstruit à l'endroit même où il s'est trouvé dans des siècles ou des millénaires passés. Mais maintenant, par rapport à ce que Maître Apo a dit, que les deux peuples... Non. Les deux peuples, pour précision, ce n'est pas Israël qui est hostile aux Palestiniens. Mais ce sont les Palestiniens qui sont hostiles aux Israéliens. Pour preuve... Ce sont les Palestiniens. Les Palestiniens qui sont jaloux des Juifs. Pour preuve, plus d'1 million de Palestiniens, soit du côté de Cisjordanie, soit du côté de la bande de Gaza, travaillent en Israël, payés par les peuples, par l'État hébreu, et puis pris en charge par l'État d'Israël. C'est même contradictoire que l'État d'Israël, qui soit par exemple ennemi du peuple palestinien, puisse l'héberger, puisse l'engager dans ses services, et puis venir à tous les besoins tout en payant ce qu'il faut. Donc, deuxièmement, les pouvoirs qui est en Israël à l'heure actuelle, Israël c'est différent de nos États. La question existentielle réunit tous les peuples d'Israël. Raison pour laquelle le gouvernement qui était il y a quelques jours avant le samedi le 7 octobre, c'était le gouvernement d'extrême droite dirigé par Benjamin Netanyahou. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le même gouvernement. Il y a ce qu'on appelle les cabinets de guerre. Ça veut dire Benjamin Netanyahou, dont même l'opposant comme Benny Gantz, l'ancien ministre de la Défense, fait partie. Parce que pour l'État d'Israël, ce qui concerne l'existence unit tous les peuples juifs. Ils doivent d'abord combattre l'ennemi à l'extérieur avant de venir parler des questions internes. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a même plus de 350 000 réservistes qui étaient dans des pays différents comme Brésil, en Europe, en Asie, comme en Amérique, qui ont été appelés. Je vous, ça c'est même une petite parenthèse, il y a même un juif, un millionnaire juif qui est aux États-Unis, qui a offert plusieurs billets, je crois 200 billets aux réservistes israéliens. Et la communauté internationale chouchoute trop Israël, hein? Israël est très chouchouté. Non, c'est pas que la communauté internationale chouchoute Israël, mais la communauté internationale sait que Israël actuel, dans la configuration actuelle, est même l'œuvre de la communauté internationale. Parce que les peuples juifs, lorsqu'ils étaient errants partout dans le monde, après la déportation de l'an 70, les Nations Unies, après la création en 1945, 2 ans après, étaient obligées de trouver à un si grand peuple aussi un territoire et puis une patrie qui lui serait chère. Se référant dans les archives, ils ont proposé d'abord l'est de la RDC vers l'Ituri, ici Rola, entre la RDC et l'Ouganda, mais les peuples juifs eux-mêmes, entre autres l'ancien premier ministre, le tout premier Ben Gurion, a dit non. Voici les archives dont nous disposons. L'État d'Israël se trouve être entre le Liban au nord, au sud l'Arabie Saoudite, à l'est la Jordanie, et puis encore au sud-ouest la mer Méditerranée, et puis l'Égypte.
c'est là la patrie. C'est ainsi que le plan, la résolution dont a fait allusion Maître Apollinaire, a été voté. C'est la toute première opération militaire menée par les systèmes onusiens en 1948. Les Américains et les Français, ayant aussi fait des recrues juifs en France et aux États-Unis, des jeunes qui n'étaient pas encore bien formés, ils leur sont venus en appui. C'est ainsi que l'opération militaire a été menée sur le plan des partages de la Palestine. Et puis l'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948. 1948. Alors, comment faudra-t-il faire pour qu'il y ait une paix durable entre les deux, maître? Personnellement, je crois que la résolution de ces conflits tire ses origines des accords d'Oslo. Donc il faut qu'il y ait... Il faut un retour aux accords d'Oslo. Mais actuellement, c'est Israël qui alors, non qui enfreint ces accords? En fait, les accords d'Oslo, au lendemain de la signature des accords d'Oslo, il y a eu des extrémistes. Parce que même parmi je crois, le premier ministre israélien qui était dans les négociations de l'Oslo, un grand partisan de ces accords-là a été assassiné, je crois, quelques temps après. C'est pour vous dire que les accords d'Oslo ont été bafoués par l'extrême droite. Aujourd'hui, au pouvoir, c'est toujours l'extrême droite qui est aujourd'hui dirigée par Netanyahou. Alors, donc c'est Israël qui a bafoué? Les accords ont été bafoués des deux côtés. Il y a eu de l'autre côté un mouvement, les islamistes, qui estimaient que le 45% était insuffisant. De l'autre côté, les extrémistes, pas tous les Israéliens, parce qu'il faut toujours faire la part des choses entre les Israéliens comme population, la majorité, la grande masse, et les Israéliens comme la classe dirigeante qui est composée des idéologies. Là, on est devant l'extrême droite avec son idéologie. La guerre, il faut occuper la partie palestinienne, il faut construire. Vous allez même constater que même la construction des maisons, des logements en Palestine, ça s'est accentué avec l'avènement de Netanyahou au pouvoir. C'est pour vous dire que non, c'est l'extrême droite dans son idéologie qui ne veut pas la solution à des États. Tout comme de l'autre côté. Voilà pourquoi il y a même une évolution par rapport à l'idéologie de Hamas. Lors de la création de Hamas en 1987, dans sa charte, il était écrit qu'il faut éliminer l'Israël comme État. Dans sa charte? Dans sa charte. Il fallait éliminer Israël. Il faut une solution à un seul État. C'est comme ça que je vous ai dit que des deux côtés, il y a des extrémistes. Il faut éliminer Israël comme État, la même logique avec l'Iran. Parce que l'État islamique de l'Iran n'est gire que par la disparition de l'Israël comme puissance. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, même les Hamas a compris qu'il était impossible, quasiment impossible, d'éliminer l'Israël comme puissance. Ils ont pris une résolution en 2016 pour considérer qu'il était nécessaire qu'on puisse revenir à l'accord d'Oslo. Indirectement, les Hamas aujourd'hui reconnaissent l'Israël comme un État. Donc aujourd'hui, pour une paix durable au Moyen-Orient et Proche-Orient, malgré les conflits, d'autres conflits, parce qu'il ne faut pas... Vous avez posé une question de savoir pourquoi l'ONU n'arrive pas à trouver une solution. Mais je vous dis qu'il est aussi question des intérêts géopolitiques entre les grandes puissances, particulièrement les États-Unis qui estiment que tant qu'Israël est à cet endroit-là au Moyen-Orient, les États-Unis ont la capacité de contrôler tous les pays arabes hostiles et surtout l'Iran en face. Donc, en dehors des aspects historiques, en dehors des aspects politiques, il y a aussi une donne géopolitique qui fait que la plupart des cas, les Américains ne sont pas favorables à la création de cet État-là qui est aujourd'hui, l'Iran, la Russie, pour eux, c'est la disparition de cet État. Non, la Russie garde une position neutre en ce moment-là parce qu'actuellement, la Russie est en bonne relation avec Israël. En même temps, la Russie est un interlocuteur valable de Hamas. Donc, les conflits aujourd'hui, pour que les États... Donc, il faut une solution à des États. À des États. Il faut qu'on revienne à l'accord d'Oslo. Il faut qu'il y ait un État palestinien. Il faut qu'on arrête avec la construction des logements, c'est-à-dire la colonisation. Les colons continuent à construire. Il faut une solution à des États pour une paix durable. Comme ça va nous éviter les catastrophes à tout moment. Oui, monsieur, vous voulez ajouter par rapport à ce qu'il a dit? Oui, d'abord,
Maître Apo a toujours considéré que j'ai été pro-israélien, de même que je l'ai toujours considéré qu'il est pro-palestinien. Non, non, non. Les Hamas sont des terroristes. Les Hamas. Ce n'est pas de la compétence des Nations Unies de qualifier d'un mouvement ou bien d'un groupe de terroristes. Mais ça incombe aux États par rapport aux actes. Tel que cette incursion, ça c'est terroriste. Et puis la solution à des États est impossible. Ça, notez. Ça, vraiment, ça, je ne rêve pas, mais ça, j'ai dit, ça c'est vraiment impossible. Parce que voici la question que vous auriez dû poser quand j'ai parlé de l'an 70. À l'an 70, avant la destruction de Jérusalem pour que le peuple juif aille en exil, où était le peuple palestinien? C'était dans des pays voisins. Et puis le peuple palestinien, depuis que le peuple juif est là, n'a pas de portion de terre. Ce que Netanyahou fait, ne fait que récupérer ces terres, entre autres pour finir, parce que je vois vous apprêter déjà, la ville comme Hébron, qui à l'heure actuelle se trouve du côté de Cisjordanie, mais tous les ancêtres du peuple juif y ont été enterrés. Abraham lui-même, Sarah elle-même, Joseph, Jacob. Ça, c'est vraiment un très bon sujet. Nous aurons le temps vraiment de pouvoir approfondir pour terminer. En fait, quelques secondes. Je vous ai dit que je ne voulais pas revenir sur les aspects historiques parce que j'ai aussi les éléments qui contredisent la version connue populairement. Que non, c'est grâce à Abraham avec les 4000 pièces qu'il avait achetées pour la tombe de ses ancêtres qui constituait cet espace-là. Alors, parce que nous recourons à l'histoire pour récupérer la Palestine comme terre, je crois que ça, on légitime aussi l'invasion de la Russie, de l'Ukraine. Parce que la Russie estime que non, l'Ukraine fait partie de l'Union socialiste soviétique. Merci. Donc, ça, c'est vraiment très important. Merci pour ces débats. C'est vraiment très important. Nous vous aurons certainement pour beaucoup plus parler encore de cette question très importante. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux sur Télé 50. Restez branchés sur la chaîne, votre chaîne partenaire, tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. À très bientôt.